Parole d'expert avec GAN Prévoyance. J'hésite entre Pacs et mariage, mais on me dit que c'est la même chose. C'est vrai ? C'est faux. Le mariage protège bien plus la personne avec qui je partage ma vie. Alors la confusion, elle est souvent faite parce que fiscalement, que je sois mariée ou pacsée, je vais bénéficier des mêmes avantages. C'est-à-dire que je vais pouvoir effectivement faire une déclaration commune au titre de l'impôt sur le revenu et puis surtout, je n'ai pas de droit de succession à payer. Là où ça va être très différent, c'est que je n'ai pas du tout le même statut si je suis mariée ou pacsée. Si je suis pacsée, je n'ai pas le droit à la pension de réversion de mon partenaire. Je vais avoir le droit à une pension de réversion uniquement si je suis mariée. Donc c'est quand même extrêmement important de le souligner, puisque on sait que les femmes peuvent être dans une situation un peu précaire au moment de la retraite et la pension de réversion peuvent leur permettre de compléter de manière significative leurs revenus. Le deuxième, c'est les droits sur la résidence principale. Si je suis mariée, j'ai un droit temporaire et un droit viager au logement. Ça veut dire que je peux rester dans la résidence principale ma vie durant, alors que si je suis pacsée, j'ai juste un droit temporaire d'1 an. Et le troisième, c'est les droits sur la succession de la personne. Si je suis mariée, la loi me donne des droits sur la succession de mon époux. C'est-à-dire que je vais être héritier, ce qui n'est pas le cas pour un partenaire pacsé qui, lui, ne bénéficie d'aucun droit légaux. Il n'a rien, sauf si lui-même l'organise, et ça, il va pouvoir le faire de manière conventionnelle, notamment en rédigeant un testament. Si je suis mariée, en fait, la loi va me donner des droits qui vont dépendre de la composition de ma famille. Si j'ai des enfants communs, le conjoint survivant aura le droit à un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit. Et s'il y a des enfants d'autres lits, il n'aura le droit qu'à un quart en pleine propriété. Ce qu'il faut également noter, c'est qu'en cas de mariage, conventionnellement, je peux aussi donner beaucoup plus de droits à mon conjoint survivant. C'est-à-dire que je vais pouvoir effectivement aller chercher ce qu'on appelle la donation entre époux. Ça permet de bénéficier d'une quotité disponible spéciale qui existe uniquement entre époux. Et je vais pouvoir aller chercher effectivement jusqu'à un quart en pleine propriété, les 3 quarts en usufruit. Ça donne plus de pouvoir au conjoint survivant, mais ça limite aussi la réserve héritaire des enfants, ce qui n'est pas rien. Alors, il faut quand même noter aussi qu'il faut être vigilant. Dans certains cas, les gens qui se marient n'ont pas toujours conscience que la loi, s'ils n'ont rien prévu, va donner des droits aux conjoints survivants. On peut très bien rencontrer quelquefois des familles qui se remarient, couples qui chacun a des enfants de premier lit, et en fait financièrement ils sont tous les deux bien à l'abri. Ils n'ont pas du tout l'intention de transmettre du patrimoine à leurs beaux-enfants. Donc en général, ce qu'on va leur conseiller, c'est de se marier sur la séparation de biens. Donc comme ça, chacun reste bien autonome. Sauf que si on s'arrête là, au moment du décès, la loi va donner au conjoint survivant un quart en pleine propriété. Donc si je prends un exemple concrètement, madame a 1 million, monsieur a 1 million, monsieur décède, le montant de sa succession est bien 1 million d'euros. La loi donne un quart de ce million au conjoint survivant. Alors madame, elle hérite de 250 000 euros. C'est bien le patrimoine de madame que je viens gonfler et c'est bien ses enfants qui vont en profiter. Parce qu'en fait, les enfants, madame, au moment où je vais ouvrir la succession de madame, le patrimoine de madame, il ne sera pas d'1 million, mais d'1 250 000 euros. Donc ses enfants, ils vont hériter des 1 250 000 euros. Alors que monsieur, finalement, ses enfants, ils ne vont hériter que de 750 000 euros. Donc la différence, elle est quand même énorme. Bien évidemment, ça, ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que ce n'est pas des règles d'ordre public. C'est-à-dire que je peux très bien conventionnellement aller voir mon notaire et prendre des dispositions pour justement éviter que mon conjoint survivant hérite. Et ça, c'est un conseil qu'on va pouvoir donner. Peut-être une dernière anecdote à partager, c'est les obligations alimentaires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les obligations alimentaires, elles existent envers les enfants, mais de plus en plus dans les dossiers, on s'aperçoit aujourd'hui que les obligations alimentaires, elles vont vers les parents qui sont en situation de précarité. Si vous êtes marié, cette obligation alimentaire, vous l'avez aussi vis-à-vis de vos beaux-parents. Donc ça veut dire que vous pouvez vous retrouver à payer pour votre beau-père et votre belle-mère, et ça, c'est la loi et vous êtes obligé à partir du moment où ils sont dans une situation de précarité. Je sais que cela suscite beaucoup de questions. Parlez-en à votre conseiller. Ils sont formés à ces sujets et sont en mesure de vous conseiller. Merci à Anne-Lise Chary-Marsène, responsable gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale chez Groupama Ganvie, d'avoir répondu à la question.